BFM Business, la librairie de l'écho. Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Benaouda Abdelhaim, notre globe-trotteur et sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis notre bibliothécaire du jour, Alexandra Paget, qui reviendra sur un des grands livres sur l'éducation nationale des années 2000. Mais tout de suite, on retrouve nos critiques. À ma gauche, Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr. Il y tient, et puis c'est aussi l'animateur historique des pages livres d'Alternative économique. Et puis à ma droite, Julien Damon. Julien. Mais c'est bien ça. Julien Damon, hein, jeune oui, Julien. Rappelez-moi votre nom. Comme Matt Damon, ça fait un moyen mémotechnique. Julien, enseignant à HEC et à l'École nationale des ponts et chaussées, qui lui critique aussi beaucoup, notamment pour les échos. Allez, on commence avec le choix de Christian, qui est un des livres vedettes de cette rentrée littéraire économique, le livre de Daphné Gastaldi et Mathieu Péris, Le prix du berceau aux éditions du Seuil. Oui, deux journalistes qui ont mené l'enquête dans les crèches privées. Il faut tout de suite signaler que dès le début, les auteurs nous disent 60% des enfants sont gardés par la famille, 20% par les assistantes maternelles. Et c'est les 20% qui restent qui vont dans les crèches. 60% par la famille. Et dans les 20% qui restent, il y en a un quart qui va dans les crèches privées. Oui. Et ils ont l'honnêteté de reconnaître dès le début que dans la grande majorité des cas, y compris dans ces crèches privées, ça se passe bien. Mais quand ça se passe pas bien, ça se passe vraiment très mal. Et là, c'est toute la première partie de leur enquête, c'est quand ça se passe mal, qu'est-ce que ça veut dire que ça se passe mal dans les crèches privées. Et là, c'est vraiment un reportage assez glaçant, avec des enfants qu'on nourrit pas assez pour faire des économies sur la nourriture, dont on change pas les couches. Ça va jusqu'à la maltraitance des enfants qui sont gardés en crèche. En face de ça, vous avez un personnel qui est dans une grande précarité, qui est en grande souffrance au travail. Il y a aussi la contrainte trouble musculo-squelettique, en veux-tu en voilà, l'injonction à remplir. Donc on fait du surbooking, évidemment, on prend plus d'enfants qu'il y a de place. Et puis, si par hasard il reste encore de la place, il faut battre le rappel pour dire, allez, vous savez, je prends votre enfant 2 heures si vous voulez, je le prends 1 heure, 2 heures. Il faut absolument remplir. Toute minute, tout mètre carré doit être rentabilisé. Ça, c'est la première partie de l'enquête qui fait un peu froid dans le dos. Et puis la deuxième partie de l'enquête, c'est comment est-ce qu'on est arrivé là, en fait. Comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et on en est arrivé là à partir du début des années 2000, nous disent les deux enquêteurs, au moment où l'État se désengage de la production publique de crèches et dit on va déléguer ça au privé. Et plusieurs offres se mettent en place. Et petit à petit, vers les années 2010, il y a concentration, fusion, rapprochement, concentration. Et là, on se retrouve avec 4 grands groupes dont, pour une partie d'entre eux, l'objectif est plus du tout l'éveil pédagogique des enfants. On fait de la garderie qui doit être rentable. Les auteurs citent un chiffre absolument phénoménal. Dans 5% des cas de ces crèches privées, le taux de rendement du capital est supérieur à 25%. Et comment on fait ça ? Avec de l'argent public, en plus. Parce que pour s'installer, on obtient des fonds de l'État. Les parents, pour aller à la crèche, obtiennent des subventions, etc., etc. Donc, en grande majorité, des fonds publics qui vont nourrir de surprofit, on peut dire ça de manière structurelle, dans une partie, il ne faut pas généraliser, dans une partie des crèches privées dont les gestionnaires, pour une partie d'entre eux, encore une fois, vont aller jusqu'à la maltraitance des personnels et des enfants. Christian, soyons clairs, on est exactement dans la même logique que ce qu'on avait déjà vu pour les EHPAD. Alors, on avait l'impression que pour les EHPAD, c'était très généralisé, alors que là, encore une fois, c'est bien pour ça que j'ai donné les stats du début, c'est que ça concerne a priori une petite partie, mais dans cette partie-là, ça se passe vraiment très très mal. Julien Damon, qui est un spécialiste aussi des affaires sociales. Oui, j'ai pas tout à fait la même lecture. Alors, il est vrai que l'ouvrage, ça n'est pas haro sur le privé de manière caricaturale. Ils ont absolument travaillé leur dossier, d'une part sur le terrain, en allant voir des crèches, des parents, des professionnels, là où des difficultés majeures et scandaleuses étaient repérées. Et puis, ils sont allés traiter le dossier de façon administrative pour aller regarder du côté des politiques publiques et des financements, en l'espèce des fonds d'investissement. C'est-à-dire une différence avec le sujet des EHPAD, d'ailleurs, c'est que là, ce sont des fonds d'investissement qui sont derrière ces entreprises de crèches privées, alors que du côté des EHPAD, le problème est du côté d'entreprises qui sont cotées. Mais bon, de toutes les façons, ils surfent un peu sur la vague tout de même du scandale Orpea, et c'est vrai, ça apparaît dans le texte d'ailleurs, que dans ce milieu, beaucoup craignent le Orpea des crèches. Et
il ne sort pas quand même, cet Orpea des crèches. Il n'y a rien d'illégal dans tout ce qui nous est présenté là. Il y a de la maltraitance, c'est incontestable, et c'est parfaitement critiquable. Je trouve tout de même que, alors qu'il le cite souvent, il devrait prendre davantage de précautions par rapport à ce qu'a mis en avant un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales. Vous avez eu, suite à un scandale qui déclenche tout d'ailleurs, c'est-à-dire un nourrisson qui est décédé parce qu'une nourrice lui a fait ingurgiter du Dextop en juin 2022. Ceci a déclenché une enquête administrative, donc un rapport complet de l'Inspection générale des affaires sociales qui est un peu plus mitigé que l'enquête qu'ils mènent, ces deux journalistes. Un peu plus mitigé parce que ça n'est pas que le privé qui est concerné. Alors, c'est une ligne de défense aussi qu'on trouve dans l'ouvrage qui est vraiment intéressant, qui est de dire que souvent on rétorque que ça n'est pas que le privé. Donc je le rétorque, ça n'est pas que le privé. Et j'en veux pour preuve d'ailleurs qu'il traite du cas d'une difficulté majeure d'une crèche qui est gérée par une mutuelle. Ouais, alors là, c'est aussi le privé, mais c'est le privé non lucratif. Alors, ce qui est critiqué, c'est le privé lucratif, bien sûr. Je pense qu'ils auraient dû davantage interroger les experts de ce dossier, les opérateurs du côté de la branche famille de la sécurité sociale. Mais ce qui est tout à fait exact dans leur critique, là, et là, donc j'en ajoute une, Christian va être content, c'est que c'est dans les modalités de financement du système des crèches que réside le problème. Et les modalités de financement des crèches, qu'elles soient publique, qu'elle soit privée non lucrative ou qu'elle soit lucrative. C'est-à-dire que ça fonctionne sur le même modèle que la célèbre T2A, en français non bureaucratique, la tarification à l'activité des hôpitaux. Et ça pousse donc à concourir à trouver le plus d'heures possible, mais c'est vrai dans les trois secteurs, privé non lucratif et public. Je pense qu'ils mettent aussi l'accent sur la non-reconnaissance des métiers, sur la faiblesse de l'attractivité. Ils n'ont pas la solution magique. Ils évoquent ce que le gouvernement veut faire sous le nom de service public de la petite enfance, qui est à mon sens d'ailleurs une excellente idée, mais ils ne répondent pas, parce que personne n'y répond, à la question première du système de garde des petits-enfants, c'est est-il ce système en place pour les parents, c'est-à-dire pour qu'ils puissent travailler, ou est-il en place pour les enfants? Alors évidemment, tout le monde va dire les deux, mon capitaine. Le seul truc, c'est que depuis 20, 30, 40 ans, donc plus que l'éruption des crèches privées, on met l'accent sur la réponse au problème des parents. Et le sujet de la qualité pour les enfants, qui est un sujet qui quand même prend de plus en plus d'importance, est tout de même il y a un pédagogue, il y a un expert de la pédagogie qui démontre que c'est possible. Ah oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, mais c'est possible dans le privé comme dans le public. Mais globalement, c'est pas si vrai ça, parce que justement, alors il y a un ancien employé responsable de la pédagogie et du projet pédagogique d'un des grands groupes privés qui explique que ça a été un peu mis de côté comme ça. Mais globalement, je pense que le sujet de la qualité est trop mis de côté dans l'ensemble du secteur. Allez, on passe à votre choix, Julien Damon, le livre du démographe Hervé Lebras, au titre qui vous a interpellé et qui nous a interpellé, La réforme des retraites expliqué au gouvernement, et c'est chez Flammarion. Alors on passe de la petite enfance à un autre âge de la vie, là on passe aux retraités, notre émission est très bien mais avant l'EHPAD quand même. Oui, on pourra continuer une prochaine fois, si on avait peu évoqué les EHPAD déjà. Bon, passons, et mettons de côté nos sourires, parce que ce sont des sujets sérieux, parfois même un peu laborieux, là, en l'espèce. C'est un ouvrage qui d'ailleurs rencontre le succès, avec un auteur réputé. C'est assez intéressant d'ailleurs sur le fond à traiter de ce que raconte M. Hervé Lebras, parce qu'il y a plusieurs mois, il passait son temps à entonner la vulgate « le déficit n'est pas si important en matière de retraite », et là, maintenant il reprend à tour de bras l'idée selon laquelle il y aurait 30 milliards d'euros qui seraient cachés. Alors ces 30 milliards d'euros correspondent au déficit qui est contenu dans la subvention d'équilibre de l'État pour ses fonctionnaires, les fonctionnaires de l'État. Il n'y a pas la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière qui sont concernés, donc subvention à son propre régime de retraite, en considérant des ratios de dépendance économique qui seraient les mêmes que dans le secteur privé. Alors c'est un calcul conventionnel, c'est-à-dire qu'il y a bien ces 30 milliards d'euros que l'on peut, si on prend une autre convention que celles qui sont habituellement prises en compte, considérer comme du déficit, mais il n'y a rien d'extraordinaire dans sa découverte. Et ce sont d'ailleurs des calculs d'experts qui font l'objet de plein de débats, qui ont été établis par des experts plutôt libéraux au départ, dans la revue Commentaire, qui ont été repris par François Bayrou en tant que haut commissaire au
plan. Le sujet de Lebras, c'est qu'il en fait l'alpha et l'oméga de l'histoire de la réforme récente. Il en profite pour critiquer, je trouve, trop vertement et trop facilement le Conseil d'orientation des retraites. Oui, quand il est dans son métier, c'est-à-dire le démographe, le spécialiste des chiffres, il est plutôt bon nous expliquant que le corps s'arrête à 8 scénarios, alors que sur le papier, il devrait en faire 108. Il conçoit bien que 108 scénarios, personne regarderait. Il se présente un peu comme l'expert des experts. Alors, on le trouve dans le bureau de Valéry Giscard d'Estaing dans les années 70 sur les projections de population à l'horizon 2070. Là, on le trouve nous racontant ses discussions avec un conseiller de l'Élysée qui lui ferait découvrir ce que les experts connaissent d'ailleurs, ce dont les experts ont d'ailleurs déjà beaucoup débattu. Donc moi, je le trouve, hélas, je vais le dire ainsi, pas forcément aussi convaincant qu'il doit penser pouvoir l'être. Voilà, pour le dire de manière diplomatique. Même dans sa proposition, il fait une proposition à la fin qui compliquerait tout, qui serait de dire il faut autant d'années, enfin chaque année cotisée nous apporterait une année de vie à la retraite en bonne santé. Bon, voilà, c'est encore plus compliqué que ce qu'on voulait faire. Et je termine en disant que ce qu'il nous montre quand même, c'est les imperfections de la réforme et la nécessité de plusieurs réformes encore à venir. Christian Chavagneux. Bah, je partage à 100% ce qu'a dit, ce que vient de dire Julien. J'ai la même lecture. Le début du livre, là où le démographe s'exprime, est vraiment la partie la plus originale, la plus intéressante. Attention, on est en train de sous-estimer, on est peut-être en train de sous-estimer la mortalité en France. Et donc, il n'y aura pas malheureusement autant de vieux, il n'y aura pas autant de retraités. Et donc, il n'y aura pas autant d'argent à dépenser pour les retraités. Et la deuxième chose qui m'a intéressé, de la part du statisticien démographe qui est Hervé Lebras, c'est de dire il y a plusieurs scénarios de productivité de la part du Conseil d'orientation des retraites, plusieurs scénarios d'auto d'emploi, plusieurs scénarios de mortalité, plusieurs scénarios d'échanges migratoires, de soldes migratoires. Et à chaque fois, le Conseil d'orientation des retraites fait bouger un seul, toute chose égale par ailleurs pour les autres paramètres. Et donc, on a l'impression, quand on fait bouger un seul des paramètres, que finalement, la variabilité entre les différents scénarios est assez faible. Non, il dit en fait, si on fait vraiment bouger tout d'un coup, on peut avoir une énorme variabilité qui se compte en plusieurs dizaines de milliards. Ouais. Donc, attention, et là, je suis assez d'accord avec Julien, il tape vraiment beaucoup sur le Conseil d'orientation des retraites, sous-estimant le fait que, quand même, cette institution, c'est un lieu de formation de consensus. On peut débattre, en tout cas, à partir de ce que donne le corps. Donc, cette partie-là, je trouvais la plus intéressante. La partie dans laquelle il dénonce la justice, et bien évidemment, de la réforme m'a plutôt plu, notamment sur cette réforme, ce côté alambiqué des carrières longues. Il dénonce ça très bien, même si de temps en temps, il veut absolument nous expliquer ça avec des chiffres, et donc il faut suivre ça, il faut prendre un crayon, c'est pas très facile à lire. Mais là où j'ai été très surpris aussi, c'est sur le même sujet que Julien, c'est 30 milliards qu'il semble découvrir, a priori c'est Alexis Collère qui en aurait parlé, et qui tout simplement consiste à dire que puisque l'État doit équilibrer les régimes de retraite de la fonction publique d'État, si on lui appliquait le taux de cotisation du privé, alors il manquerait 30 milliards. Mais c'est une pure convention, comme l'a dit Julien, et il a l'air de découvrir ça et d'en faire l'alpha et l'oméga effectivement de la réforme du gouvernement qui finalement voudrait économiser ces 30 milliards. Bon, j'ai pas été du tout convaincu par cette partie. Merci, messieurs, pour ces synthèses brillantes. On se retrouve tout de suite avec Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour, et un grand livre sur l'éducation nationale.